Salut les Veteurs, ici Patrick de VetEd. Aujourd'hui, on parle de ça. C'est le genre de témoin que nous cherchions à contacter. Quelqu'un qui a réellement fait partie du programme historique, qui a vraiment touché, vu de ses propres yeux, examiné les preuves matérielles, vu l'engin, vu les corps. La police d'État confirme le décès de Joshua Leblanc après une sortie de route de sa Tesla qui a percuté une glissière et des arbres avant de s'embraser. L'accident a eu lieu sur Hill Road, près de Drum & Switch Cutoff, dans le comté de Walker. Les causes restent indéterminées, mais une enquête est en cours. Allez les Veteurs, lâchez un pouce bleu, ça aide vraiment les vidéos. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Bon, alors de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, elle porte sur ce tweet que vient de publier Eric Burlison. Un nouveau nom sur la liste, un jeune scientifique nommé Joshua qui travaillait sur la technologie de propulsion nucléaire dont nous avons besoin pour atteindre Mars, vient d'être retrouvé mort dans un accident de Tesla après que sa voiture a roulé toute seule pendant 2 heures sur des routes de campagne typiques du Missouri, le corps brûlé au point d'être méconnaissable. Ce n'est pas normal. Très bien. Alors, qui est ce Joshua et de quoi parle Eric Burlison? D'emblée une précision. Ce n'est pas arrivé tout juste. Enfin, pas dans le sens où cela se serait produit ces derniers jours. Le cas de Joshua remonte à juillet 2025. Regardons cela de plus près. Joshua Kyle Leblanc était un ingénieur électricien en aérospatial de 29 ans à la NASA qui est décédé le 22 juillet 2025 dans un accident de la route isolée ayant provoqué un incendie dans une zone rurale près de Huntsville, en Alabama, et sa mort a suscité un regain d'attention en raison de ces circonstances inhabituelles, et parce qu'elle s'inscrit dans une série plus vaste d'environ une douzaine de décès ou de disparitions de scientifiques et d'ingénieurs américains travaillant dans les domaines du nucléaire, de l'aérospatial ou de la propulsion spatiale depuis environ 2022. La mort de Joshua faisait-elle partie d'un plan machiavélique ou s'agissait-il en fin de compte d'un simple accident? Le matin du 22 juillet 2025, Leblanc a quitté son appartement de Huntsville sans son téléphone, sans son portefeuille et même sans son chien. Sa famille a déclaré que cela ne lui ressemblait pas du tout. Il ne s'est pas présenté au travail au Marshall Space Flight Center de la NASA et sa famille a signalé sa disparition à 4h32. Sa famille a même ajouté qu'elle craignait un enlèvement, simplement parce qu'il était parti sans son téléphone, sans son portefeuille et il ne peut même pas son chien Odin. Et selon les données du véhicule Tesla, les images du mode Sentinelle ont montré sa Tesla garée à l'aéroport international de Huntsville pendant environ 4 heures ce matin-là. La famille a déclaré qu'il n'avait aucun projet de voyage vers l'ouest ce jour-là et qu'il ne communiquait pas avec eux, ce qui, encore une fois, était inhabituel. Et encore une fois, ce même jour du 22 juillet 2025. L'accident s'est produit. Vers 15h45, la Tesla a quitté la chaussée sur une route de campagne, a percuté une glissière de sécurité et plusieurs arbres, puis a pris feu. Le véhicule et le corps de Leblanc à l'intérieur ont été brûlés au point d'être méconnaissables. Le lieu de l'accident se situait à environ 2 heures de route de son domicile. Selon la police, Joshua Leblanc est mort après que sa Tesla a quitté la route, percutant une glissière et des arbres avant de s'embraser. L'accident a eu lieu sur Hill Road, près de Drum & Switch Cutoff Road, dans le comté de Walker. Les causes sont inconnues, une enquête est en cours. Alors, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Qu'est-ce que cette Tesla faisait? Joshua a été identifié 3 jours plus tard, le 25 juillet 2025. Les enquêteurs de l'Alabama Law Enforcement Agency ont utilisé les données de Tesla pour localiser le véhicule. Les restes de Leblanc ont été identifiés par l'Alabama Department of Forensic Sciences et l'Alabama Law Enforcement Agency a traité l'affaire comme un accident de la route. Les rapports publics n'ont fait état d'aucun acte criminel et l'incident reste officiellement classé comme un simple accident. Aucun détail d'autopsie ni résultat toxicologique n'a été rendu public. Alors, pourquoi quelqu'un voudrait-il s'en prendre à Joshua Leblanc, hein? Ou quelle pourrait en être la raison? Pourquoi serait-il si séduisant si cela faisait partie d'un plan sinistre? Eh bien, Leblanc avait travaillé à la NASA pendant environ 5 ans et demi, d'abord à la Nouvelle-Orléans, puis au Marshall Space Flight Center à Huntsville.
Il a dirigé l'équipe du projet de maturation de l'instrumentation et du contrôle de la propulsion nucléaire spatiale ainsi que le programme DRACO, démonstration Rocket for Agile Cislunar Operations, l'initiative de la NASA en matière de moteurs à propulsion thermique nucléaire visant à permettre des missions plus rapides et plus efficaces vers Mars et au-delà. Et ses profils LinkedIn et ceux liés à la NASA mettaient en avant son travail sur les technologies destinées aux voyages spatiaux habités dans l'espace lointain. Bon, donc il fait des choses, hein? Mais pour voir l'autre revers de la médaille, qu'est-il arrivé à tous ceux avec qui il travaillait? Comment se fait-il qu'il n'ait rien? Qu'est-ce qui rendrait Joshua si spécial pour qu'il soit celui qu'il fallait faire taire? Je ne sais pas, mais quand on met tout ça bout à bout avec les autres scientifiques et ingénieurs disparus et que certains ne sont plus parmi nous comme Joshua, ça veut dire qu'il y a autre chose, non? Ou est-ce qu'on est juste en train de le remarquer? Non. Les gens le cherchent parce que, encore une fois, ces informations étaient déjà disponibles, mais personne n'en a parlé ou n'a rassemblé ces éléments, n'est-ce pas? Je ne sais pas, hein, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de creuser. Et autre chose concernant Eric Burleson, vous vous souvenez quand il a parlé de Matthew Sullivan? L'an dernier, nous avons envoyé une lettre au FBI au sujet d'un certain Matthew Sullivan que nous avions d'ailleurs contacté. Il devait venir pour un entretien. En moins de 2 semaines, il s'était suicidé dans des circonstances suspectes. Ce rapport a été transmis au bureau de l'inspecteur général. Ils l'ont jugé crédible et urgent. Ils l'ont ensuite transmis au FBI. Ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler. C'est la première fois qu'on en a eu connaissance. Et je viens de faire une vidéo à ce sujet, donc je mettrai un lien en bas si vous voulez toutes les informations. Mais en gros, il vient de révéler de nouvelles informations sur Matthew Sullivan qui, je trouve, sont absolument époustouflantes. Regardez à ça. Et quand vous parlez à David Grush, qui a travaillé avec Matthew Sullivan, et à Jacob Barber, qui est aussi un lanceur d'alerte, ils sont tous deux fermement convaincus qu'il y a eu acte criminel concernant leur ami Matthew Sullivan. Quelles informations Sullivan pouvait-il vous apporter, à vous ou à une enquête parlementaire? En fait, de quoi était-il censé être au courant? Des informations sur les peines. Qu'est-ce qu'il détenait de sensible? C'est donc le genre de témoin que nous cherchions à contacter. Quelqu'un qui a réellement fait partie du programme historique, qui a touché, vu de ses propres yeux, examiné les preuves matérielles, vu le vaisseau, vu les corps. C'était James Sullivan. Donc, si je comprends bien, on vient de perdre le meilleur témoin d'OVNI de l'histoire de l'Amérique, c'est ça? Dans l'histoire de l'humanité, nous venons de perdre le plus grand témoin d'OVNI que nous ayons jamais eu, pas vrai? La preuve irréfutable, le meilleur de tous les temps, l'unique. Il a travaillé sur le programme historique sur les OVNI, a vu des vaisseaux, a vu des corps d'extraterrestres de ses propres yeux. Et là, il meurt mystérieusement 2 semaines avant son audition prévue devant le Congrès. Au début, forcément, on se dit « Wow, comment est-il mort? Qu'est-ce qui s'est passé? » Il s'est avéré qu'il aurait fait une overdose en mélangeant des médicaments et de l'alcool. Mais bon, ce mélange ne veut pas forcément dire que c'était volontaire. Il parle d'accident. Ça mériterait d'être approfondi. Je suis d'accord. Mais ce dont personne ne veut parler, c'est précisément de ce point pourtant crucial. Si cet individu était si important pour Burleson, Grush ou quiconque, sachant qu'il était témoin d'OVNI, pourquoi ne lui a-t-on jamais offert une protection totale, 24 heures sur 24, je vous le demande? Qu'est-ce qu'on fait? Un programme de protection des témoins, un truc du genre. Tu ne sortirais pas l'argent de ta propre poche pour payer ça si tu pensais que c'était lui, le type qui allait révéler la vérité et changer l'humanité à jamais. Franchement, tout cela n'a absolument aucun sens. Vous ne trouvez pas? Ça ne donne vraiment pas envie aux lanceurs d'alerte de se manifester pour entendre de telles choses. Si... Tu sais, à quoi on s'attend? S'il est vrai qu'il est mort dans des circonstances mystérieuses, aucun lanceur d'alerte sur les ovnis ne se manifestera. Jamais. On vient de se tirer une balle dans le pied concernant la divulgation en sortant cette affaire. Tu sais, ça n'aide pas du tout. Mais encore une fois, pourquoi ne pas lui offrir une protection s'il est bien celui qu'il prétend être, n'est-ce pas? S'il est vraiment ce gars du programme OVNI qui a vu le vaisseau, qui a vu les corps, pourquoi ne lui offrons-nous pas de protection? Ça n'a aucun sens. Et venez nous raconter la chose la plus incroyable que l'humanité ait jamais entendue. Ça changera, vous savez, le monde à jamais.
bonne chance pour les 2 prochaines semaines que tu vas passer tout seul. Quoi? Mais enfin, tout ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi est-ce que personne ne semble vouloir en parler? Si c'est vrai et que tu as une preuve, pourquoi ne pas la montrer? C'est exactement ce qui a été dit. Donc, ce qu'Eric Burleson vient de dire, c'est qu'il aurait dû apporter une nuance en précisant qu'il prétend avoir fait partie du programme sur les ovnis et qu'il prétend avoir vu des vaisseaux et des corps, parce que c'est très différent. Mais Eric Burleson le présente comme un fait, n'est-ce pas? Et ça, c'est une sacrée différence. Donc, on dirait presque qu'une grande partie de tout ça n'est qu'une manœuvre politique pour attirer l'attention, susciter l'indignation, chauffer les esprits. Non, mais on n'a aucun détail, n'est-ce pas? Tout demeure encore très ambigu, comme je ne cesse de le répéter. Alors, ce que je me demande vraiment, c'est pourquoi nous ne plaçons pas ces personnes sous protection, n'est-ce pas? Si c'est vrai, pourquoi ils ne restent pas tous ensemble, comme dans Big Brother, non? Genre, Matthew Sullivan aurait dû aller s'installer avec David Grush et inviter, vous savez, Matthew Brown, Jake Barber, Dylan Borland, qui sont tous des lanceurs d'alerte, vous voyez, David Fravor. Vivons tous sous le même toit. Comme ça, c'est plus facile à protéger. On peut s'assurer que le gars puisse témoigner devant le Congrès, non? Je dis juste que c'est un peu stupide. Et tout cela n'a absolument aucun sens. Il n'est guère étonnant que les gens ne veuillent pas se manifester publiquement. Vous ne faites que vous servir d'eux pour alimenter vos reportages. Je dis simplement qu'il y a énormément de questions légitimes à se poser. Et au bout du compte, ce sont des gens qui perdent la vie. C'est bien réel, ce n'est pas inventé, n'est-ce pas? La question est pourquoi? Ça, c'est sujet à débat. Écoutez, je suis de tout cœur avec toutes les familles qui ont perdu un être cher, peu importe la manière dont c'est arrivé. Il faut toujours faire face au deuil. Donc, vous savez, je suis de tout cœur avec toutes ces familles. Mais on en est où avec ça? C'est ça. Dites-moi votre avis en commentaire. À la prochaine. Chaque jour est un cadeau, les amis. Salut.